vendredi 22 septembre 2023, la librairie Ombre Blanche accueillait l'écrivain et universitaire japonais d'expression française Akira Mizubayashi à l'occasion de la parution chez Gallimard de son roman « Suite inoubliable », dernier volet de sa trilogie commencée avec Âme perdue, prix des libraires 2020, et poursuivi avec Reine de cœur, dans lesquels les instruments de musique, ici le violoncelle, sont au cœur de récits de personnages brisés par la Seconde Guerre mondiale, mais résistant contre la folie humaine par leur passion pour la musique. Bonsoir à toutes et à tous, très impressionné, très heureux que vous soyez venus nombreuses et nombreux pour écouter donc Akira Mizubayashi qui va évoquer son tout dernier roman que j'ai trouvé magnifique. Je vous l'ai déjà dit avant de commencer cet entretien, je vous le redis d'entrée de jeu. Akira Mizubayashi, Suite inoubliable aux éditions Gallimard. Vous êtes écrivain, universitaire japonais, auteur de plusieurs livres écrits en français directement. Ce roman, pourrait-on dire, achève une trilogie, en quelque sorte, qui avait été commencée par Âme brisée, qui était centrée, si je puis dire, autour d'un violon. Il y a eu ensuite Alto, donc un deuxième roman, centré autour d'un alto. Et là, on découvre avec grand plaisir Suite inoubliable, qui va nous mener sur les pas d'un violoncelle, on peut dire, d'un gaufrier de 1712, si je me souviens bien. 1712, voilà. Et il s'agit, alors je ne vais pas en dire plus, parce que moi j'ai été assez fasciné par le roman, qui est un roman évidemment sur la musique, sur le violoncelle. C'est une grande histoire d'amour aussi, qui débute... C'est même deux. Je dis une exprès pour pas trop en dire. Bon, deux histoires d'amour, allons-y. Donc entre un jeune japonais, violoncelliste de 25 ans, Ken Mizutani, et donc Hortense Schmidt, qui est une jeune femme de 36 ans, qui font connaissance, se rencontrent en 1945. Enfin, le roman s'ouvre en 1945. On va faire un petit retour en arrière. On va remonter un peu dans le temps avec le prélude. On commence en 1934, 1945. Et on va se projeter ensuite en 2006, 2007, 2016, jusqu'à 2020, l'épilogue. Je précise que chaque chapitre porte, comme titre évidemment, le nom du mouvement de la suite pour violoncelle seul numéro 1 de Bach. Voilà. Ça, j'imagine que c'était volontaire dès le départ. C'est volontaire, voilà. Et donc c'est un très beau roman, écrit à la fois, parfois un roman par lettres aussi. Il y a de très belles lettres envoyées, qui à la première personne, on passe à la troisième personne. Enfin voilà, bravo en tout cas, Akira Mizubayashi. On est très heureux de vous retrouver ce soir à Ombre Blanche. Vous étiez déjà venu pour un certain nombre de vos précédents romans. C'est votre quatrième visite. On ne s'en lasse pas. Je vous laisse la parole et peut-être une première question qui tombe un peu sous le sens, peut-être assez banale, peut-être, mais que j'ai envie de vous poser. Quel a été le déclic pour commencer à écrire ce roman qui clôt une trilogie, mais qui va bien au-delà, qui aborde des thèmes très riches dont on va parler au cours de cet entretien. Je vous passe la parole. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux. Alors, le déclic de Suite si je puis dire. Inoubliable, oui, il faut toujours un déclic pour écrire. Alors, donc c'est le troisième volet d'une trilogie avec Âme brisée, ensuite Reine de cœur, dont j'ai parlé l'année dernière ici, je crois. Et puis, pour terminer la trilogie, j'ai écrit ce roman que j'ai intitulé « Suite inoubliable ». Alors, j'ai, comme vous l'avez dit, mon premier roman, le premier volet de la trilogie, est consacré à l'histoire d'un violon qui a été brisé et qui a été ressuscité, réparé, restauré par un Japonais qui est devenu français. C'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est l'histoire d'un violon, la destruction par la police militaire d'un violon, et puis la réparation de ce violon par le fils de celui qui possédait ce violon.
alors, à cette époque-là, je n'avais absolument pas l'idée de faire une trilogie. Et je suis passé donc à Reine de cœur. Reine de cœur, c'est une histoire qui tourne, comme vous l'avez dit, autour d'un alto. L'instrument principal dont je parle, c'est un alto. Mais même là, je n'avais pas encore l'idée de faire un ensemble romanesque. Pourquoi j'ai choisi ce thème, le thème de l'alto? Parce que j'ai découvert, mais vraiment par hasard, la 8e symphonie de Shostakovich, et il m'a semblé, à moi, que l'alto jouait un rôle extrêmement important et significatif dans cette symphonie. Donc j'ai essayé, il y a plusieurs éléments qui m'ont invité à me plonger dans cette histoire de l'alto, mais comment dire, le premier élément important, c'est la découverte de la 8e symphonie de Shostakovich, qui parlait pour moi de la guerre. Et voilà. Et quand j'ai achevé Reine de cœur, je me suis rendu compte que j'avais donc écrit 2 romans, un sur un violon, l'autre sur l'alto. Et je me suis dit, ben, comme j'aime passionnément le quatuor à cordes, donc pour le quatuor à cordes, il faut 2 violons, un alto et un violoncelle. Et j'ai parlé d'un violon, et ensuite j'ai parlé d'un alto, mais pourquoi ne pas parler d'un violoncelle maintenant? Et comme ça, j'exprimerai toute ma passion, tout mon amour pour ce genre musical qui représente pour moi le sommet de l'art européen. Alors donc, j'ai eu cette envie, une très forte envie de raconter une histoire, de construire une histoire autour d'un violoncelle. Mais ce désir n'était pas suffisant pour que je m'engage complètement dans la construction de cette histoire. Le déclic définitif, décisif, ce qui a été décisif pour moi, ça y est, je peux commencer à écrire, je peux imaginer une histoire. Ça a été la découverte comment dire, de la découverte d'une phrase latine au sujet d'un grand écrivain japonais qui s'appelle Kato Shuichi. Je suis tombé, pas tout à fait par hasard, parce que c'était lié à l'écriture de Reine de cœur. J'ai vu un documentaire qui s'appelle « Mais il n'y a pas que cela ». Kato Shuichi converse avec des fantômes. C'est le titre du documentaire. Et dans ce documentaire, l'écrivain en question, Kato Shuichi, parle d'un souvenir. C'était à la fin de la guerre. La guerre n'était pas terminée. En 1945, peut-être vers le mois de mai ou le mois de juin, ses parents avaient une maison de campagne dans une commune qui s'appelle Shinano Oiwake. Et une partie de mon roman se déroule dans ce village, un peu perdu dans les Alpes japonaises. Il habitait là. Il n'a pas été envoyé à la guerre. C'est peut-être parce qu'il était médecin. Il vivait là, avec, comment dire, en tremblant, dans une certaine angoisse, face au déroulement de la situation de la guerre. Au cours d'une promenade, il a découvert, tout à fait par hasard, une phrase latine gravée sur un banc solitaire, qui se trouvait dans un bois complètement isolé. Il n'y avait personne. Il était seul. Il a découvert
des mots latins gravés sur ce banc. Alors, ces mots latins, c'est une phrase. La voici. Intera pax omnibus bonae voluntatis dona nobis pacem. La paix pour les hommes de bonne volonté, accordez-nous la paix. Quand il a vu cette phrase latine, vous vous rendez compte, une phrase latine au Japon, à 10 000 kilomètres de la France, dans un village perdu dans les Alpes japonaises. Il a vu ça. Mais en pleine guerre, à cette époque-là, le Japon était sous un régime totalitaire et dictatorial, fondé sur un fanatisme, un culte fanatique de l'empereur. Et quand il a vu ça, il a été ébranlé, il a été encouragé, il s'est senti soutenu par un lien de solidarité invisible. Voilà, il parle de ça avec beaucoup d'émotion dans ce documentaire, et je me suis dit, voilà. Et cette inscription latine, et puis l'envie de raconter une histoire autour d'un violoncelle, il y a eu une sorte de, comment dire, une fusion chimique qui m'a invité à commencer à imaginer des histoires, donc autour d'un violoncelle d'abord, et puis autour de cette phrase latine. Et je suis parti comme ça. Vous remerciez à la fin du livre donc Voilà, l'écrivain Shuichi Kato. Je remercie notamment en premier parce premier, que oui, en premier. Ouais. Bon, il n'est plus de ce monde, ouais. Mais si je n'avais pas connu son témoignage à propos de cette phrase latine, je n'aurais pas écrit ce livre sans doute. Ouais. Alors c'est en effet cette période qu'on appelle, je crois, la guerre de 15 ans, c'est ça, hein, oui. Cette période de l'histoire du Japon. 1931 et 1945. Donc il y avait, j'imagine pour vous, dès le départ, la volonté d'aller ancrer, en tout cas comme point de départ, ce roman dans cette période. Ça, vous parliez d'un médecin, mais on retrouve, si je me souviens bien dans le roman, un médecin, de campagne à un moment, et qui a des positions aussi très anti-régime de l'époque. Voilà, il est important ce personnage. Alors, aussi. Enfin, mais cette période entre 1931 et 1945, je ne l'ai pas vécue, je ne l'ai pas connue. Je suis né en 51, donc la guerre était finie. Mais mon père l'a vécu, mais avec beaucoup de douleur. Et je me souviens encore, en 1951, donc je suis né, et puis même en 1960, j'avais donc 9 ans. Il y avait encore des traces de la guerre à Tokyo. Ouais. Et bon, alors, je suis hanté par cette période, parce que cette période-là, si on ne réussit pas à se débarrasser de cette période-là mentalement, mon pays ne pourra pas avancer. Alors, c'est une période qui a torturé mon père, parce qu'il était opposé à cette guerre. Littéralement, il a été maltraité, torturé à l'armée. C'était un résistant individuel qui n'était pas du tout, qui ne faisait pas partie d'une organisation, mais il était farouchement contre et il n'acceptait pas cette guerre d'agression coloniale. Donc, je crois que je revis à travers mon père, à travers les souvenirs de mon père, je revis un peu cette guerre. Je dirais même que j'écris pour me souvenir de ce que je n'ai pas vécu, de ce que je n'ai pas vu. Mais de ce que je porte au fond de moi,
par une sorte de mystérieuse transmission paternelle, parce qu'il y a des souvenirs, et il n'était pas extrêmement bavard, hein, mais il nous a transmis l'essentiel, je crois. Il nous a parlé de ce qu'il avait vécu, et en particulier, bon, c'est lié à Reine de cœur. Dans Reine de cœur, il y a une scène atroce, hein, qui, à l'ouverture, et c'est tiré à la fois d'un roman de Murakami, et puis ça fait référence à un grand film japonais qui s'appelle La condition de l'homme, qui a été réalisé par un grand cinéaste beaucoup moins connu que Kurosawa et les autres. Il s'appelle Kobayashi Masaki. Et dans La condition de l'homme, c'est vraiment l'objectif, c'est de décrire la vie d'un soldat qui est contre la guerre et combien il a souffert. Et il y a des séquences, il y a une version télévisée de ce film qui n'a pas été réalisée par Kobayashi Masaki, mais comme c'était à la télévision une sorte de feuilleton, j'ai le souvenir d'avoir regardé ce feuilleton en compagnie de notre père. Nous étions tous les deux, mon frère et moi, et il tenait absolument à ce qu'on regarde ensemble ce film, qui est quand même un peu dur pour les enfants, mais il tenait absolument à nous transmettre les images de la guerre qui sont présentées dans ce film. Donc ça vient de là, je crois, l'obsession qui m'habite. Pourquoi j'ai écrit cette trilogie qui a pour cadre historique cette période que je ne connais pas, mais j'en suis persuadé parce que mon père en a souffert. C'est évident. Et donc, comment dire, je suis un peu du côté de ces gens qui ont souffert, et puis du côté de ces gens qui ont essayé de résister d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous avez parlé de ce médecin de campagne. Ryo Kanda, parce que c'est lui qui a gravé cette phrase. C'est un médecin de campagne. C'est un homme, comment dire, qui avait un esprit encyclopédique. Il est devenu médecin. Il a fait des études de médecine à l'université de Tokyo, comme Kato Shuichi d'ailleurs. Il était médecin lui aussi. Voilà. Et au lieu de s'intéresser uniquement à la médecine, il s'est intéressé à toutes sortes de choses, à tous les champs du savoir. Il a fait de l'allemand, il a fait de l'anglais, il a fait du français, il a fait du latin, il a fait du grec, il a étudié l'histoire de la philosophie, il a étudié la sociologie, etc., etc. C'était véritablement un esprit encyclopédique. C'était un encyclopédiste, un peu comme Diderot, hein, en France. Voilà. Donc, quand j'ai créé ce personnage, ce médecin de campagne, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à tous les champs du savoir, comme Kato Shuichi, et il a suivi tellement de cours à l'université qu'il a mis 2 fois plus de temps que les autres. Au lieu de mettre 4 ans pour avoir son diplôme, il en a mis 8. Il a passé beaucoup de temps à l'université, mais il a rencontré une infirmière magnifique, il l'a épousée, et à partir de là, il s'est installé à la campagne. C'est quelqu'un qui n'avait aucune ambition de promotion sociale. Son objectif, c'était de vivre, et était de soigner les gens, les malades. Et comme c'était quelqu'un qui était absolument fasciné par la lecture et par la connaissance émancipatrice, dans sa clinique, ça c'est une fiction, hein. Il a créé une bibliothèque. Sa femme est bibliothécaire dans le livre, oui, Naoko. Lui aussi, ils gèrent tous les deux les prêts et les retours de tous les livres qu'ils avaient mis à la disposition des patients. Et voilà, donc c'est ce médecin de campagne qui s'appelle Ryo Kanda, qui est l'auteur de cette phrase latine dans ma fiction, hein. C'est vraiment tout le reste, c'est sorti de mon imaginaire. Lui, dans le portrait que j'ai réalisé de Ryo Kanda, de ce médecin de campagne, il y a, je dirais il y a
il y a le souvenir que j'ai gardé de cet écrivain. Lui, il était médecin, il avait vraiment des connaissances dans tous les domaines de savoir. C'était un écrivain magnifique. Et puis en même temps, il y a quelque chose de mon père dans ce personnage. Donc là, mon père et puis cet écrivain. D'ailleurs, mon père admirait beaucoup cet écrivain. Il y a eu une fusion chimique, encore une fois, qui a donné lieu à ce personnage, le médecin de campagne. Et malheureusement, lui, il est arrêté par la police militaire et puis il disparaît un peu comme le père de Rei Mizusawa, pour les personnes qui ont lu Âme brisée, le luthier, le personnage principal d'Âme brisée. Je vais permettre juste de lire un extrait, si vous le permettez, justement à propos de ce fameux Ryo Ganda. Donc c'est son fils. Or, un jour de fin février 45, Tetsu, donc qui est le fils de Ryo Ganda, informa son père qu'il avait reçu le fatidique papier rouge. Toute la famille sombra dans une tristesse sans fond. Papier rouge, c'est en effet le fait qu'il doit partir voilà, c'est la convocation. À la guerre. Oui. Voilà. Toute la famille sombra dans une tristesse sans fond. Apprenant la nouvelle, 3 villageois, anciens patients qui avaient été sauvés par Rio, utilisateurs occasionnels de la bibliothèque de l'Espoir, vinrent féliciter le médecin et sa femme pour la chance que leur fils avait d'être sélectionné afin de servir la glorieuse cause de Sa Majesté impériale. Rio leur répondit sans détour. Quel père et quelle mère seraient heureux de voir leur fils partir à la guerre pour se faire tuer? Soyons raisonnables, messieurs. Le bonheur de mourir pour Sa Majesté impériale. Des millions de vies ont été anéanties pour un seul homme. Ce n'est pas acceptable ni justifiable. Cela est contraire à la justice universelle. L'empereur n'est pas un dieu. Non, c'est un homme, comme vous et moi. Biologiquement et médicalement parlant, ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas une divinité surnaturelle. Il a été bébé comme vous et moi. Il mourra un jour ou l'autre comme vous et moi. Il mange comme vous et moi quand il a faim. Il boit comme vous et moi quand il a soif. Il dort comme vous et moi. Il fait des rêves comme vous et moi. Il tremble de froid quand il est à poil en hiver. Il transpire à grosses gouttes quand il fait chaud en été. Il éternue comme vous et moi. Il pète comme vous et moi. Il pisse comme vous et moi. Il défèque comme vous et moi. Il tombe malade comme vous et moi. Il fait des petits en faisant l'amour comme vous et moi. Bref, il n'échappe pas à la loi de la nature. Où est la différence entre lui et vous ? Dites-moi, où est la différence? Un système héréditaire qui privilégie une catégorie d'êtres est une absurdité contre nature. Remontez le temps et imaginez l'humanité aux origines de l'histoire. Imaginez les hommes vivant dans l'état de nature, dans un état antérieur à l'établissement de la société ou de l'État. Vous n'y verrez que des hommes ordinaires qui se ressemblent tous au-delà de toutes sortes de différences physiques. Un système héréditaire est un système abject parce qu'il comporte en lui-même la négation des droits fondamentaux qui sont des droits naturels. Vous comprenez? Réveillez-vous de ce cauchemar qui vous ensorcelle et qui ensorcelle tout le monde. Chaque vie est infiniment précieuse. La vôtre est aussi précieuse que celle du prince suprême. Pourquoi faut-il que mon fils doive mourir pour lui? Voilà. Mais je trouve que ça, bon, malheureusement, c'est passage qui peut trouver une résonance encore à notre époque. Enfin, oui. Quand on voit l'évolution politique et puis des guerres, enfin voilà, je pense que c'est une portée finalement universelle et intemporelle, votre roman, même si c'est ancré dans cette époque. Les gens, les patients, qui sont venus le féliciter parce que son fils a été choisi par l'empereur pour aller faire la guerre. Et là, il ne supporte pas cette absurdité. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ce passage. Non, j'imagine bien. et voilà, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, c'est pas mal. Et c'est à cause de ça, justement, qu'il va être arrêté par la police. Oui, voilà. Parce que ces patients, ces malades qui sont extrêmement attachés à cette clinique, ils vénèrent ce médecin parce qu'ils ont été sauvés par lui.
Plus près du Oui, micro. pardon. Ils ont été sauvés par lui. Donc, quand ils sont venus le voir pour le féliciter, ils étaient vraiment sincères. Mais voilà, il dit ben, réveillez-vous. Et, euh, et, euh, bien sûr, ils sont complètement ébranlés, ces trois malades. Un tel discours complètement, comment dire, interdit à l'époque, qui sort de ce médecin qu'ils vénèrent, pour qui ils ont énormément d'admiration. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais voilà, je ne dis rien sur la suite, mais comment dire, je veux dire par là que je n'écris rien du tout sur ce qui s'est passé après ça. Oui, oui. Et bon, on apprend que voilà, je décris quand même une scène où des militaires viennent l'arrêter parce qu'ils ont entendu parler de ce bonhomme qui dit des choses totalement scandaleuses à l'époque et qui dit des âneries pour les militaires. Donc ils viennent comme ça brutalement chez lui. Et puis j'ai essayé de décrire, je ne sais pas si ça fait comment dire, sens pour vous. Alors, vous savez, au Japon, on vit sur des tatamis, même encore. Hein, et quand on entre dans une maison, on se déchausse. Et on est pieds nus, mais je fais attention à cette scène. Donc le Ryokanda, il dîne avec sa femme et sa fille, qui s'appelle Aki, qui joue un rôle important après. Et là-dessus, il y a un groupe de militaires qui arrive, mais ils ne se déchaussent pas. Avec leurs bottes très sales, boueuses. Et Ryokanda dit aux militaires, dans ce pays, quand on entre dans une maison, on se déchausse. Mais pas chez un traître à la nation. Alors on est rentré, si je puis dire, dans votre roman Akira Mizubayashi par l'angle historique, hein, Oui. par l'époque. Oui. C'est un épisode, bon, c'est pas le personnage principal, bien évidemment, mais il est important, ce Ryoganda. C'est pour ça que Oui. j'ai voulu mettre l'accent dessus d'entrée de Oui, jeu. oui. Alors le livre est structuré, je le disais au début, avec des chapitres qui vont se succéder. Le prologue, 1945. Ensuite, on a Prélude, 34-45. Allemande. Donc, Oui. ça porte les titres Oui, c'est ça. de la suite Oui. numéro 1 de Bach Oui. pour violoncelle seul. Oui. Ensuite, Allemande, 1945, Courante, 2016, Sarabande, 2016, Menuet 1 et 2, 1945-1946, on revient en arrière, La Gigue, 2017, et l'Épilogue en 2020. Alors, je parlais d'une histoire d'amour. Alors, il y a deux histoires d'amour, parce que Oui. vous m'avez invité à, en effet, Oui. aller un peu plus loin. Il y a donc l'histoire d'amour entre Hortense Schmidt, donc cette luthière française Oui. qui est donc venue s'installer au Japon, qui a Oui. 36 ans, et donc ce violoncelliste de génie, Oui. Ken Mizutani, qui a 25 ans. Et voilà, l'amour qui va se frayer, une sorte de passage secret un peu dans votre roman. L'amour se fraye comme ça, des passages, je trouve. Et il y a aussi un autre couple qui va connaître aussi une histoire d'amour, qui est donc Pamina, la petite fille d'Hortense Schmidt, Oui. et donc un violoncelliste français, Guillaume Walter. Oui. Voilà. Alors moi, ce que j'ai énormément apprécié, enfin, il y a énormément de choses, mais au-delà de l'écriture, du style aussi, de très beaux passages aussi, parfois poétiques aussi, sur la nature, les rapports aux animaux, enfin tout ça est évoqué dans votre Oui. livre. La musique, bien évidemment, qui est première, le violoncelle. C'est aussi, là, on en a parlé juste avant, hein, avant de commencer Oui. cette rencontre, c'est cette structure du livre, cette composition un peu musicale peut-être, Oui. je pense, que vous avez à mon avis beaucoup travaillé et qui fait que le lecteur est totalement surpris, emmené, voilà. On vous suit, hein, je vous rassure, Oui. oui. Mais voilà. Et donc c'est toujours toujours une surprise. Il y a une sorte d'enquête. On peut C'est lire, ça, une on peut enquête, oui, le lire une comme une enquête. quête et une enquête. Oui, Voilà. oui, Êtes-vous d'accord? Alors, donc, comme je le disais au début, il y a deux histoires d'amour.
La première se passe en 1945 à Tokyo et partiellement dans ce village perdu un peu dans la montagne qui s'appelle Shinano-Iwake. Ça se passe entre un violoncelliste japonais, un jeune violoncelliste japonais, c'est un génie du violoncelle, et une luthière française installée au Japon qui s'appelle Hortense Schmidt. Et j'ai beaucoup insisté sur le caractère génial du musicien japonais. Il a fait du violoncelle incité par son père, mais il est tellement génial qu'il a épuisé tous les professeurs au Japon en quelques années. Parce que ensuite, voilà, il a rencontré 3 professeurs de violoncelle. Le premier dit, au bout d'un an, quelque chose comme ça, je ne peux plus. Tu es plus fort que moi maintenant. Donc voilà. Je te présente à mon professeur de violoncelle. Et il a été présenté au professeur du professeur. Et au bout de quelques temps, ce professeur a été épuisé lui aussi. Et puis, donc, il a connu 3 professeurs de violoncelle. Et le troisième, qui est le violoncelle solo de l'orchestre national de l'époque, et dit, bon, tu ne peux rien apprendre avec moi, il faut que tu ailles à Paris pour prendre des leçons auprès de Maurice Maréchal, qui était le plus grand violoncelliste français. Et puis, il est trop jeune, il a 12 ans à ce moment-là, donc non, tu es encore trop jeune, donc il faut attendre quelques années. Il attend 4 ans, et quand il arrive à Paris, il a 16 ans seulement. Et il passe 3 ans et demi, et Maurice Maréchal, qui est un violoncelliste réel, hein, il a réellement existé, il dit, voilà, tu es arrivé à un niveau incroyable, donc je te conseille de te présenter au concours international de Lausanne. Bah, c'est là qu'il joue ce magnifique concerto pour violoncelle de Elgar, hein, qui a été composé, qui a pour moi des résonances de la Grande Guerre. Et alors, il remporte le premier prix. Tout ça, c'est fiction, c'est une fiction. Hein. Il remporte le premier prix, et à ce titre-là, c'était important pour moi d'insister sur le caractère génial de ce musicien, parce qu'on lui prête un violoncelle exceptionnel. C'est un gaufrilaire, c'est un luthier vénitien du XVIIIe siècle qui s'appelle Matteo Gaufrilaire. Il excelle surtout dans les violoncelles, plus fort que Stradivarius, dit-on. Et donc, on lui prête un Matteo Gaufrilaire de 1711, et c'est avec ce violoncelle qu'il joue désormais à Paris, et puis on le lui a prêté pour une durée de 7 ans. Et comme la guerre est menaçante au Japon, il rentre au Japon avec ce violoncelle. Et voilà. Donc c'est ce violoncelle qui va être important. Je raconte maintenant la deuxième histoire d'amour. C'est 75 ans après, c'est-à-dire dans les années 2016 ou 2020. L'histoire d'amour se passe entre un violoncelliste français qui s'appelle Guillaume et une luthière qui s'appelle Pamina. Pamina, le nom de Pamina vient de la flûte enchantée de Mozart, bien sûr. Et il se trouve que Pamina est la petite fille d'Hortense. On découvre ça. Alors, ce sont donc 2 histoires d'amour qui sont très éloignées l'une de l'autre dans le temps. L'une au Japon en 1945, l'autre à Paris en 2016-2020, et donc éloignés temporellement et géographiquement. Mais il y a un lien
il y a un objet, il y a quelque chose qui unit ces deux histoires, c'est précisément ce Matteo Goffriller. Parce que le violoncelliste français, Guillaume Walter, lui aussi, il remporte le premier prix au même concours international. Et à ce titre-là, on lui prête le même violoncelle. Les instruments à cordes, ces chefs-d'œuvre-là, vivent plus longtemps que les hommes. Le Matteo Goffriller de 1712 que j'ai imaginé, qui a une couleur particulière parce qu'il est presque noir, sombre, rouge sombre. Cerise noire. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Cerise. Cerise. Rouge, oui. Et parce qu'il fallait que ce soit, éclatant. Il fallait que ça se distingue des autres. Donc voilà, j'ai beaucoup insisté sur cette couleur. Et pourquoi j'ai choisi Matteo Goffriller? Parce que quelques Matteo Goffriller que j'ai vus, soit réellement, soit comme ça en image, ils ont cette particularité d'être presque noirs. Et vous connaissez peut-être Gauthier Capuçon, le violoncelliste français. Son violoncelle, c'est un Matteo Goffriller. Et il y a d'autres violoncelles de Matteo Goffriller qui sont plus ou moins noirs, qui sont plus ou moins sombres, mais j'ai beaucoup insisté sur le fait que parce que ça crève les yeux un peu le Matteo Goffriller par sa couleur, bien sûr par sa sonorité, mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Matteo Goffriller. Mon Matteo Goffriller, il date de 1712. Je ne sais pas s'il existe vraiment un Matteo Goffriller de 1712. Je sais que le grand violoncelliste français qui s'appelle Marc Coppée, lui aussi, il a un Matteo Goffriller, mais celui de 1711. Oui, mais peut-être. Voilà, j'ai imaginé un cousin, un frère, un petit frère du Matteo Goffriller de Marc Coppée. Et voilà. Et il y a un élément narratif important, qui a un rôle important, qui joue un rôle assez décisif, c'est que il y a une lettre et une photo qui sont cachées dans le Matteo Goffriller. Voilà. Et on s'arrête là. Hein. On s'arrête là, oui. Moi, je dis ça. Oui, d'accord. Ça c'est... Ah oui, c'est ça. Bon, oui. La suite, c'est pour... Alors c'est vrai que c'est un magnifique roman sur la musique, sur le violoncelle, mais pas seulement. Vous abordez des points, des thèmes que vous aviez déjà abordés dans vos précédents romans, Akira Mizubayashi notamment, le fait que Ken, donc Mizutani, qui part en France, il part à Paris, hein, il va rester 3 ans, je crois, en France. 3 ans et demi, il va apprendre, il va faire l'apprentissage non seulement de la musique auprès de son maître, Monsieur Maréchal, mais aussi apprendre la langue et ce rapport à la langue française. Il apprend la littérature, il dévore Le Rouge et le Noir. Enfin, il y a toute une question un peu, une ouverture initiatique, si je puis dire. Ça, c'est une projection de l'auteur un peu. Voilà, il apprend le français et puis ça devient une passion et puis il étudie le latin, il suit des conseils de Maurice Maréchal. La pratique, tu maîtrises le violoncelle, mais magnifiquement. Peut-être ce que tu ne peux pas trouver au Japon, c'est des cours d'orchestration, c'est la pratique de la musique de chambre, et c'est tout le côté culturel de cette civilisation. Donc je te conseille d'aller au cinéma, je te conseille de lire des romans. Donc il suit fidèlement les conseils de son professeur et il est plongé dans Le Rouge et le Noir chaque soir après une journée passée à jouer du violoncelle. Avant d'aller au lit, il a pris l'habitude de lire quelques pages du Rouge et le Noir et
avec beaucoup de passion. Et puis il a étudié le latin, d'où la possibilité pour lui de déchiffrer la phrase latine. Eh oui, c'est vrai. Oui. C'est aussi un livre, moi je l'ai lu comme ça, sur le fait qu'il va, on peut le dire, c'est pas créer une sorte de trio, il va rencontrer des amis, ils vont jouer de la musique ensemble. Et cette musique, finalement, elle incarne encore une forme de résistance, puisque quand ils vont ensuite revenir au Japon, à un moment donné, il va y avoir un concert, un soir clandestin, dans une librairie. Voilà. Oui. Il y a toute cette dimension-là. La musique, on joue ensemble, on est collectif. Ça vient de mon père, du souvenir de mon père. Mon père, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était en total désaccord avec l'ambiance de l'époque. Et pour, comment dire, résister en quelque sorte à cette, comment dire, agression mentale qu'il subissait tout le temps, il se réfugiait, disait-il, dans l'écoute de la musique, et il se réfugiait dans la littérature. Il m'a souvent parlé de l'admiration qu'il avait pour Victor Hugo. Il a lu Les Misérables, et il a été profondément touché, et puis il écoutait de la musique européenne, il écoutait, c'est un petit épisode qui m'a été transmis par ma mère. Quand elle l'a rencontré, il était logé chez sa mère parce qu'elle tenait une espèce d'hôtel, restaurant-hôtel. Et ma mère a gardé le souvenir de son mari, du garçon qui est devenu son mari. Souvent, il écoutait de la musique dans une sorte de placard. Au Japon, dans une pièce, il y a des tatamis et il y a un placard qui est encastré dans le mur où on range ce qu'on appelle le matelas, le futon. Voilà. Et il se cachait, quand il était libre, en soirée ou même le dimanche, il se cachait dans ce placard pour écouter, par exemple, c'est le morceau qui a été retenu par ma mère, la symphonie pastorale de Beethoven. Donc, la musique, pour certaines catégories de Japonais, c'était un moyen avec lequel il pouvait résister à l'ambiance générale qu'il ne supportait pas, qui était effectivement insupportable. Donc, dans mon roman aussi, il y a des personnages, ce sont des personnages qui ont étudié en quelque sorte ce qu'on appelle en France les humanités. Hein. Et ce sont des jeunes qui souffraient de l'ambiance fanatisée de l'époque, et ils jouaient ensemble, ils faisaient de la musique de chambre, comme il manque un violoniste, hein, parce que là il y a un violoniste et puis un altiste et une violoniste amie qui s'appelle Kyoko, avec qui il rentre au Japon, et puis le héros de Reine de cœur qui s'appelle Jun, qui est altiste, lui aussi il rentre au Japon ensemble, donc ils sont trois, ils ne peuvent pas faire un quatuor, ils forment un trio et ils pratiquent la musique de chambre comme ça, sous la forme d'un trio, ensemble. C'était une manière pour eux de s'encourager, d'être ensemble, et d'être ensemble, magnifiquement ensemble. C'est ça, je crois, le caractère absolument génial du quatuor à cordes. C'est chacun est autonome, chacun joue sa propre partition, mais si chacun n'est pas à l'écoute des autres, le quatuor ne se réalise pas. C'est à la fois ce rapport très mystérieux et dialectique, en quelque sorte. Je suis moi-même, mais je participe à un ensemble, et si je ne suis pas à l'écoute des autres, la musique ne viendra pas. Et ils font cette expérience avec
avec l'altiste, avec les 3 membres du trio, et ils en sont parfaitement conscients. Et c'est ça. Et c'est ça qui est totalement à l'opposé de l'esprit de l'époque, l'esprit belliciste de l'époque. La musique va au-delà, elle leur permet de survivre, elle leur permet de les sauver, presque vous l'écrivez, la musique les sauvait, enfin elle leur permet, dans le contexte de l'époque, évidemment, la guerre, ils survivaient. Ils survivent vraiment grâce à la musique, oui. Alors, j'ai une question peut-être que vous allez trouver bête, mais je vais vous la poser quand même. Pourquoi avoir choisi cette suite pour violoncelle seul de Bach, cette œuvre qui va irriguer en fait tout le roman? Vous auriez pu... Parce que est-ce que c'est pour vous le sommet? Alors, le violoncelle, quand on parle de violoncelle, je crois que pour tous les violoncellistes du monde entier, la grande référence, c'est quand même les suites pour violoncelle seul. Et puis, il y a un grand violoncelliste, le professeur, comment dire, le violoncelliste des violoncellistes, un peu, Pablo Casals. Alors, c'est un... Pablo Casals par Oscar Kokoschka, voilà, dans le livre, première page. Voilà. Peinture. Il vivait, donc il était farouchement opposé au régime franquiste. Il s'est réfugié en France. Il s'est installé à Prades et donc j'ai profité de cet épisode pour qu'il y ait une rencontre entre Casals et Ken, ce violoncelliste japonais. Et donc en plus c'est lui qui a découvert la partition des suites pour violoncelle seul. Avec son père, il se promenait à Barcelone. Ils sont entrés dans un magasin de musique et c'est là qu'ils ont découvert à partir de là il a commencé à travailler il a travaillé cette partition pendant 12 années successivement, je crois, d'après les témoignages de Casals lui-même, avant de les jouer en public. Donc donc c'est une œuvre totalement emblématique pour les violoncellistes, pour le violoncelle. Et donc j'ai choisi. Et puis bon, le personnage de Casals, c'est un personnage non seulement musical, mais emblématique sur le plan, comment dire, de la résistance à la guerre, au fascisme, à la dictature, tout ça. Donc il fallait absolument qu'il soit là. Et donc, j'ai essayé de l'intégrer dans mon récit et sous la forme de ce magnifique portrait de Kokoschka que j'ai découvert pendant l'écriture de ce roman. Et ça tombait bien parce que, bon, malheureusement, c'est un noir et blanc, mais en couleur, on voit bien que son violoncelle, c'est un Matteo Goffrider, parce qu'il est noir. Il est presque noir. Et puis l'expression qu'il a, je ne sais pas, on dirait qu'il lutte contre quelque chose avec son instrument. Voilà, donc ce portrait a une fonction narrative. À la fin, il fait son apparition. Cette nuit-là, se blottissant dans le noir sous son édredon, Ken se pencha sur les 3 années passées en France. Lui revenait une myriade de souvenirs ineffaçables. Parmi les images de Maurice Maréchal et de quelques autres maîtres parisiens se détacha celle de Pablo Casals, qu'il avait accueilli chez lui, à Prades, et qui, à cette occasion, avait eu l'extrême gentillesse de lui donner des leçons. Casals refusait de jouer en Allemagne depuis 1933. Soutenant les Républicains pendant la guerre d'Espagne, qui s'était terminée par l'établissement du régime fasciste de Franco, il s'était réfugié à Prades, une petite commune française des Pyrénées-Orientales près de la frontière espagnole. Ken revoyait sur l'écran intérieur de ses paupières fermées ce maître incontesté en train de lui jouer, à la fin de sa dernière leçon, une très courte pièce d'une poignante tristesse. Il s'agissait d'une chanson catalane, El cant dels ocells, le chant des oiseaux, dont il avait fait une petite merveille pour violoncelle. « C'est un petit cadeau de ma part, Ken. Tu veux qu'on le joue ensemble ?
J'aimerais que ce chant se répande de violoncelle en violoncelle, de salle de concert en salle de concert, de pays en pays. L'idée que ces oiseaux iront chanter à l'autre bout du monde m'enchante. Voilà. Pablo Casals, en effet, incarne dans le livre une importance. Alors, je parlais de quête, d'enquête, Akira Mizubayashi. C'est vrai qu'il y a une sorte d'enquête à l'intérieur de l'enquête. À un moment donné, il y a une recherche d'archives. Enfin, on ne va pas en dire plus. Et ça, c'est une structure que vous élaborez en cours d'écriture, qui vous vient, ou est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez en amont, vous savez vraiment où vous allez, parce que voilà, on va de surprise en surprise. Oui. Bon, voilà. Et comment est-ce que ces choses-là, comment ça se met en place, quoi? J'ai grossièrement un canevas que je suis, et puis j'écris des morceaux, et puis après, ces morceaux-là, je les dispose comme ça, je sais pas, de façon à ce qu'il y ait un moment d'attente, de surprise, etc. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une dimension d'enquête parce que Guillaume Epamina, ou plutôt Guillaume, il fait appel à un détective à un moment donné. Un polar, presque. Oui, parce qu'il veut... Voilà, j'ai parlé tout à l'heure d'une lettre cachée dans le violoncelle. Il aimerait trouver l'auteur de cette lettre. Et puis, la personne à qui cette lettre est adressée. Donc, il n'est pas expert, donc il frappe à la porte d'un bureau de détective. Et voilà, c'est un détective extrêmement aimable qui a voyagé 2 fois, je crois, au Japon, et voilà, qui lui montre à la fin le résultat de son enquête. Et puis voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent à ce moment-là. C'est un livre aussi moi je ne connais absolument pas le violoncelle, qui nous en apprend beaucoup, non seulement sur la musique évidemment, sur l'œuvre de Bach, mais également sur le violoncelle lui-même, sur un violoncelle à un moment donné qui est dessiné carrément, que vous reproduisez dans le roman. Oui, parce on apprend des choses très intéressantes. Il y a des mots qui ne sont pas nécessairement connus. Le mot, par exemple, le mot important dans mon roman, tasso. On ne voit pas à quelle partie ça renvoie. Donc, j'ai demandé à mon éditeur s'il était possible d'introduire un dessin pour montrer la structure du violoncelle. Et voilà, donc je suis allé voir un ami luthier à Lyon. Et voilà, je lui ai demandé des conseils parce que au départ, j'étais parti sur une autre piste parce que je sais pas, j'ai dit tout à l'heure qu'une lettre était une photo était cachée. Vous l'avez dit. Voilà, oui, je l'ai dit. Hein. Donc la manière de les cacher, c'était ça le problème. Voilà. La manière de les cacher. Et j'avais pensé à une solution très simple. Et je n'étais pas entièrement sûr de moi, donc je crois que je venais d'écrire peut-être 30 pages, quelque chose comme ça. Je suis allé voir cet ami luthier à Lyon et je lui ai demandé si ça tenait. Il m'a dit « Ah non, ça va pas du tout !» Et pour la cachette, hein, pour la manière de cacher quelque chose parce que ça se fait pas, c'est pas possible. En plus, dans un gaufrier, ça se fait pas, Donc, comme je dis à la fin, sur la page de mes remerciements, je remercie mon ami luthier David, et je cite, je crois ce qu'il a dit. Il a dit: si j'étais à la place de ta luthière, je ferais ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce ça? Vous allez le découvrir. C'est un livre aussi magnifique sur
enfin, je sais pas, comment dire, côté, le corps à corps voilà, du musicien avec son instrument, enfin, Oui, parce la que sensualité, oui. un côté un peu fusionnel, enfin, Oui, totalement là, quand il joue à la, enfin bon, ça m'a toujours très frappé frappant, ouais. le rapport charnel Ouais, entre le violoncelliste et son instrument, parce que d'abord, un violoncelle, c'est comme un corps, un corps, presque un corps féminin, et le violoncelliste, en jouant son morceau, il l'embrasse quasiment. Il l'embrasse, il est obligé de l'embrasser pour jouer. Et ça m'a toujours frappé cet aspect charnel, le rapport charnel entre le violoncelliste et son instrument. Donc, je me suis dit, c'est un indice intéressant pour construire une histoire d'amour entre un violoncelliste et une luthière. Oui, et on retrouve des personnages, dont si je me souviens bien, Jacques Maillard, Oui, Jacques Maillard était dans voilà, Jacques dans Âme Maillard brisée, non? Il était était présent dans Rame ouais. brisée. Voilà, et là on va. Il joue un c'est rôle important aussi. ah Ouais. oui. Ça c'est important pour vous. J'imagine que d'entrée de jeu, vous parce que là, souhaitez quand, remettre en scène. quand j'ai décidé de faire une trilogie avec les deux restes, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire appel à Jacques Maillard. Et vous l'avez écrit, ce roman, vous l'avez écrit sur une durée un peu longue. Vous vous êtes arrêté, vous avez repris. Comment ça s'est, ça vous est venu peut-être comme ça d'une seule et même coulée? Reine de cœur a été publié en mars 2022, et c'est après que j'ai commencé. Donc, oui, à partir du moment où j'ai pris conscience de l'importance de la phrase latine pour moi, j'ai démarré tout de suite, et la première version, elle a été réalisée assez rapidement. Mais c'est après que c'est long, la relecture et puis le déplacement de certains chapitres voilà, c'est l'aspect construction du roman prend beaucoup de temps chez moi chaque fois. Et voilà, donc je conçois l'histoire comme ça de façon linéaire, et puis ensuite je fais attention à ce que ce ne soit pas monotone, une progression comme ça simple d'un chapitre à l'autre. Et à ce moment-là, je modifie certaines choses, et surtout, je déplace des chapitres. Ah ouais. Oui. D'accord. Oui. Parce qu'il y a des nouveaux personnages qui apparaissent au chapitre suivant. Alors, oui. on se dit où est-ce qu'on va, puis boum, oui, après on revient. Comment dire, c'est un peu. Peut-être, j'imagine que le lecteur qui aborde comme ça pour la première fois ce livre, il est un peu perdu au début, un peu. Non, mais il se demande où il va. Voilà, ça intrigue. Oui. Voilà. Ça. Du coup, c'est recherché volontairement. Oui. Peut-être on va vous passer la parole. Vous avez peut-être sans doute des questions, des remarques, des réflexions pour Akira Mizubayashi à propos de cette suite inoubliable. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Mizubayashi. J'avais une question qui est peut-être personnelle, mais je viens de finir la lecture de Reine de cœur, et je me demandais quelle était votre relation à la musique, parce que j'ai été saisie au début par la description que vous faites du déroulement de la 8e symphonie de Shostakovich. Donc, j'ai été saisie parce que ça démontre, vous avez une sensibilité, une connaissance de cette musique de manière très, très détaillée. Et comme j'ai lu l'autre livre, je n'ai pas encore découvert la suite, je me demandais quelle était l'origine de votre goût pour la musique et cette communion que vous avez avec... Alors, j'ai répondu à cette question partiellement tout à l'heure. Ça vient de mon père. Mon père a voulu nous initier tout de suite à la musique, mon frère et moi. C'était très, très volontaire, hein, sans doute, parce que
c'est la musique qui l'avait sauvé en quelque sorte. Donc, il voulait absolument que nous ayons une autre référence que la référence japonaise. Et donc la musique occidentale, tout de suite, à l'âge de 4 ans, moi j'ai commencé à faire du piano pendant 4 ou 5 ans. Mon frère, il a fait du piano au début, et il est passé au violon assez rapidement. Et lui aussi il était un peu comme Ken Mizutani, parce qu'il a comment dire, épuisé les professeurs de violon de notre ville natale. C'était une petite ville de province, à Yamagata, dans le département de Yamagata. Donc mon père a cherché un professeur. On lui a conseillé d'aller voir une grande dame du violon à Tokyo. Et c'est comme ça que ma famille est venue s'installer à Tokyo. Donc voilà. Et mon frère a continué à faire du violon jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour des raisons un peu compliquées à expliquer, il n'a pas choisi la voie de la musique, mais il a poussé tellement loin l'art du violon qu'il en fait encore. Il joue du violon. Et donc j'ai grandi tout le temps au son du violon de mon frère, et il y avait toujours de la musique dans notre famille. Et je crois que c'est ça qui est à l'origine de mon goût pour la musique. Et voilà, je raconte un peu cette histoire dans mon premier livre qui s'intitule « Une langue venue d'ailleurs ». Et mon frère a un instrument magnifique qui est son violon. C'est un violon italien. Et moi, je n'ai pas de violon, j'ai pas eu d'instrument particulier. Donc, j'ai considéré à un moment donné que c'est le français, la langue française, qui deviendrait un instrument de musique pour moi. Voilà. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Précisément à propos de langue venue d'ailleurs, est-ce que, comme vous l'avez précisé dans les ouvrages que vous venez de présenter, est-ce qu'il y a eu quelque part une petite résistance par rapport à l'environnement de la musique ou bien par rapport à la langue japonaise, le fait que vous ayez considéré la musique française comme une musique? Est-ce que lorsqu'on lit une langue venue d'ailleurs, Oui. On sent que un peu secrètement, Oui. vous apprenez la langue, vous l'écoutez à travers la radio, je me souviens plus trop. Oui, la radio, oui. Des cassettes ou Oui. je ne sais plus. Et est-ce que donc il y a un secret aussi? Est-ce que c'est par rapport à un environnement linguistique qui... Je ne sais pas si je suis très claire en fait. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Parce que vous avez parlé de résistance tout au long de cette présentation. Est-ce que comment dire, j'avais le sentiment de faire de la résistance en apprenant le français? Oui. Ah non, pas du tout, pas Non. du tout. Non, pas du tout. C'était, il faudrait une autre soirée pour raconter ça. Et pourquoi un jour j'ai décidé de m'engager dans l'apprentissage d'une langue étrangère aussi follement, aussi je ne sais pas quel est le terme, mais voilà, c'était vraiment un rapport extrêmement puissant entre le français et moi. Il y a une raison profonde, c'est à travers la rencontre avec un philosophe japonais, voilà, plus précisément avec le texte d'un philosophe japonais, parce que je n'ai jamais rencontré
ce philosophe, c'est à travers la lecture d'un texte d'abord, et puis de son œuvre dans sa totalité. Et c'est quelqu'un qui parlait magnifiquement de la langue française et puis de la culture européenne. C'est quelqu'un qui a commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans avec un précepteur français, et puis il est devenu professeur de littérature et de philosophie française à l'Université impériale de Tokyo, et puis il a eu l'occasion de venir en France dans les années 50, et il a décidé de s'installer à Paris, et ça veut dire qu'il a renoncé à son poste de professeur à l'université, et il a vécu pendant 25 ans à Paris en enseignant le japonais et la littérature japonaise au Langzhou. Voilà, c'est quelqu'un de cette nature. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu en France et qui est, je dirais, je sais pas, il n'est pas tombé dans l'oubli, mais il n'est pas très présent non plus sur la scène japonaise. Et voilà, c'est ce monsieur qui s'appelle Mori Arimasa qui est à l'origine de mon désir d'apprendre le français. Ah. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai lu votre roman que j'ai trouvé très beau. Vous avez dit tout à l'heure que vous écriviez pour vous souvenir de ce que vous n'aviez pas vécu. Oui. J'ai trouvé ça très fort et très touchant. Et à la lecture de votre livre, à la fin, vous remerciez Jean-Marie Laclavetine par rapport à l'omniprésence de l'absence, justement. Oui. Et je voulais vous questionner là-dessus. Pourquoi Jean-Marie Laclavetine et pourquoi vous redites à la fin l'omniprésence de l'absence? Alors je le remercie dans les 3 romans. Âme brisée, Reine de cœur et Suite. Oui, c'est juste. Alors, il faut que je vous parle d'Âme brisée. Et c'est lié à la naissance d'Âme brisée. En 2017, avant de rentrer au Japon, je suis allé le voir dans son bureau de chez Gallimard, et il m'a proposé de participer à un ouvrage collectif qu'il préparait à ce moment-là sur la fin de la Grande Guerre, donc l'armistice. Et c'est un ouvrage collectif. Il n'a pas écrit lui-même, mais il a coordonné. Il y a une trentaine d'articles, je crois, de textes qu'il a réunis, qu'il a préfacés, etc. Et j'ai dit oui. En général, j'accepte toutes les invitations comme celle-ci. Parce que comment dire, je suis ouvert à ce qui vient. Ce qui vient. La rencontre avec ce qui vient, c'est primordial, je crois, dans la vie. Et donc j'ai accepté cette proposition sans savoir sur quoi j'allais écrire, mais voilà, j'ai accepté et je suis rentré à Tokyo et j'ai commencé à me documenter sur la fin de la Grande Guerre, etc. Puis les textes qui s'écrivaient à ce moment-là au Japon, en France, la musique qui se créait à ce moment-là, etc. Et au cours de ce travail de documentation, j'ai appris une chose, c'est que le dernier soldat français est tué. Il s'appelle Augustin Trébuchon. Il est mort 3 ou 4 minutes avant la cessation des combats. Seulement 3 ou 4 minutes. Et s'il avait attendu 3 minutes de plus, il aurait survécu. Et à ce moment-là, très curieusement, c'est là qu'on voit que je suis japonais, parce qu'il y a une expression japonaise qui m'est venue à l'esprit, qui veut dire à peu près « je meurs, je sais que je vais mourir, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort ». C'est l'idée de fantôme. Il y a beaucoup de fantômes. Voilà.
Oui. Mes trois romans sont traversés par des fantômes. Alors, et donc l'idée de fantôme est née à ce moment-là, et Augustin Trébuchon est devenu un fantôme, quelque part. Il doit errer parmi nous. Et c'est très curieusement, c'est à ce moment-là, très précisément, que j'ai eu envie, mais une très forte envie d'aller à Hiroshima pour voir ce qu'on appelle les ombres de Hiroshima. Vous savez, c'était à 8h30 du matin, 8h du matin, quand la bombe a éclaté. Il faisait très beau, paraît-il. Et les gens menaient leur vie tout à fait normalement. Et quand la bombe a éclaté, il y a des milliers et des milliers de personnes. Il y a eu en tout 160 000 morts ce jour-là. Et des personnes qui se sont volatilisées, qui ont été anéanties, disparues. Mais ils ont laissé leur ombre sur les dalles. Et il y a des dalles, ces dalles qui sont conservées, et j'ai eu envie d'aller voir ces ombres. Et donc, avec mon épouse, nous sommes allés à Hiroshima visiter le musée, etc. Et j'ai fini cet article qui porte pour titre Shinnemo Shinikirenai, donc l'expression en japonais. Je meurs, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. C'est à ce moment-là que l'idée d'âme brisée est venue à ma rencontre. Je n'ai pas cherché à écrire ce roman. C'est vraiment parce que je raconte l'histoire d'un fantôme dans âme brisée. C'est le père qui disparaît brutalement un jour. Le fils ne le retrouvera jamais, mais voilà, il est devenu une sorte de fantôme, et je voulais qu'il revienne à la fin, au moment du concert final, parce que, bon, il y a le morceau qui le répétait, c'est-à-dire le quatuor Rosamunde de Schubert, qui est rejoué dans une salle de concert à la Salle Pléiade de Paris. Et puis, il y a la violoniste, la petite fille du lieutenant Glokami, qui va jouer le petit morceau de Bach, le morceau que le père a joué avant d'être arrêté. Donc, c'est avec cette musique que mon roman se termine. Et à ce moment-là, le fantôme revient. Le père revient. Et le fils le retrouve exactement tel qu'il était 70 ans avant. Et il disparaît. Il disparaît. Et la langue française est magnifique. Vous avez un autre mot pour dire fantôme, c'est le mot revenant. C'est quelqu'un qui revient. Et voilà, donc c'est comme ça que âme brisée est née. Donc la naissance d'âme brisée est irrésistiblement liée à la proposition de Jean-Marie Laclavetine. Mais il n'y a pas que cela, parce que par la suite, j'ai trouvé la même thématique dans ses livres. Jean-Marie Laclavetine a écrit un magnifique livre qui s'intitule « Une amie de la famille » et ensuite « La vie des morts ». Voilà. Lui aussi, il est obsédé par des fantômes. Il est dans ces deux livres, les fantômes traversent, en particulier celui de sa sœur. Donc, moi, j'étais pas du tout au courant de son travail d'écriture, et j'ai découvert ça. Et c'est pour ça que dans âme brisée, il y a un fantôme. Dans Reine de cœur, il y a des fantômes. Dans Suite inoubliable, il y a des fantômes. Donc, si j'ai écrit ces trois romans sur la thématique du fantôme qui traverse mon roman, mes romans plutôt, c'est un peu grâce à la proposition initiale de Jean-Marie, et puis quand j'ai lu ces deux livres, Une amie de la famille et puis La vie des morts, j'ai été
complètement sidéré par le partage de la même thématique, l'importance de l'absence, l'omniprésence de l'absence. Il y avait une autre personne. Voilà. Je voudrais parler, justement, comme vous étiez en train de parler du père de Reille. Il lui a fait lire, quand il est enfermé dans le placard, « Dites-moi comment vous allez vivre ». Est-ce que votre père vous a fait lire ce livre ? Non. Je me demandais... Moi, je l'ai. Comment vous l'avez connu ? Je l'ai lu moi-même. J'étais lycéen, j'étais plus âgé que Reille, mais je l'ai découvert, je ne sais pas, peut-être un professeur m'a parlé de ce livre sans doute, mais il y a un souvenir qui est lié à ce livre. J'étais au collège, notre professeur de mathématiques, il y avait à l'époque 1 heure de morale par semaine. Voilà, c'était un cours... Et je ne sais pas ce qui... Mais notre professeur de mathématiques, il lisait chaque semaine quelques pages de ce livre. Voilà. Donc, ce livre est lié, pas tellement au souvenir de mon père, mais au souvenir de ce professeur de mathématiques. Donc, je lisais, je n'ai pas lu à ce moment-là, mais c'est quelques années plus tard, quand j'étais plus grand, que j'ai pris ce livre et que je l'ai lu. Et j'ai pensé que c'était un chef-d'œuvre. Voilà, je vais vous inviter à poursuivre la discussion avec Akira Mizubayashi qui va donc dédicacer son... Vous avez compris que j'ai beaucoup aimé son roman, Suite inoubliable chez Gallimard. Merci beaucoup, Akira Mizubayashi. C'est moi. Et merci de votre attention. Beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre avec Akira Mizubayashi, auteur du roman Suite inoubliable, qui clôt sa trilogie avec Âme perdue et Reine de cœur, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 22 septembre 2023, réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.